Merci beaucoup. Nous voici de retour dans les assises de la forêt wallonne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. On a déjà parcouru bon nombre de thématiques en lien avec la forêt en évolution, la forêt de demain. On a parlé du climat, de la biodiversité, des propriétaires privés, publics, du cadre régional, du cadre européen. Et à présent, eh bien, on va s'intéresser à un acteur central également de cet avenir de la forêt. C'est la filière du bois, ce sont les acteurs du bois. Alors, la production de bois et de produits à base de bois est intimement liée à la forêt, évidemment, et à son développement. Et face aux défis des changements climatiques, de perte de la biodiversité, c'est toute une filière qui doit s'adapter, qui doit innover afin d'assurer son avenir et l'avenir, évidemment, de nos forêts. Alors, certains innovent, d'autres se posent plein de questions. En tout cas, on est là pour en parler avec nos deux invités. Nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Defailly. Alors, on ne vous présente plus, tout le monde vous connaît dans le secteur. Vous êtes ingénieur agronome, docteur en sciences agronomiques, directeur général de l'Office économique wallon du bois, qui donc supervise, accompagne le développement de la filière bois sur le territoire wallon. Alors, tout au long de votre parcours professionnel, vous avez focalisé votre attention sur les propriétés, les usages du bois et des produits à base de bois, ainsi que sur les difficultés rencontrées par le secteur, qui se heurte effectivement à des défis de taille. Alors, à vos côtés, eh bien, on accueille Patrick Moutchen. Vous êtes fondateur et administrateur du groupe Mobic Sidus. Vous êtes spécialisé dans le développement de produits innovants à très haute valeur ajoutée destinés à la construction en bois. Vous êtes tombé dans l'agriculture quand vous étiez petit, vous, puisque votre grand-père, c'est ça, était agriculteur, c'est ça que vous m'aviez dit tout à l'heure. Voilà, décidément, les grands-pères ont une place importante cet après-midi, ils nous ont transmis beaucoup de belles choses. Vous n'êtes pas le premier à avoir pu profiter de ce type d'héritage. Alors, vous partagez aussi cette même passion pour la forêt, bien évidemment. Vous êtes à la fois inspiré par la nature et par la technologie, et vous conciliez ces deux éléments dans une nouvelle approche de la valorisation du bois. On vous entendra tout à l'heure à ce sujet. Alors, je me tourne tout d'abord vers Emmanuel Defailly. Emmanuel, comment la filière bois perçoit-elle la forêt d'aujourd'hui et la forêt de demain? Comment perçoit-elle tous ces enjeux face auxquels elle doit pouvoir trouver des solutions? Alors, c'est évidemment une question tout à fait centrale, mais avant de répondre à cette question, oui, je voudrais tenter une petite réflexion qui me paraît avoir son importance. Et cette réflexion, elle est relative à la nature des liens que peuvent avoir les gens que vous avez interviewés au cours de cet après-midi et la forêt. Pour la plupart des gens que vous venez d'interviewer, la forêt est un sujet d'intérêt, un sujet de préoccupation peut-être, un sujet d'occupation. Le lien qui unit les gens de la filière bois à la forêt est d'une toute autre nature. C'est un lien beaucoup plus intense. En réalité, la forêt pour la filière bois, elle est vitale. Leur vie, véritablement, en dépend. Les gens de la filière bois, les industries de la filière bois, elles vivent de la forêt et parfois dans la forêt. Donc c'est quelque chose qui pèse sur une existence beaucoup plus que pour la plupart des autres acteurs qui se sont exprimés aujourd'hui. Et quel est le corollaire de cette remarque? C'est que personne ne souhaite plus que les gens de la filière, plus que les industries de la filière, qu'une forêt soit saine, qu'une forêt soit durable, qu'une forêt soit productrice de son fruit majeur, qu'est le bois, au bénéfice de tous, du reste, puisque dans une perspective de lutte contre les changements climatiques, de développement de l'économie circulaire, etc., le bois est un matériau tout à fait stratégique. Donc je pense qu'il faut d'emblée éliminer l'image qu'on pourrait se faire d'une filière qui ne verrait dans la forêt qu'une manière d'extraire de la richesse jusqu'à épuisement total. Voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, l'évolution, eh bien,
En réalité, tout le monde sent que des choses vont changer, mais personne ne sait exactement comment ça va changer. Le changement climatique, c'est une réalité, mais comment va-t-il se poursuivre? Est-ce qu'il va s'intensifier? Est-ce qu'il va s'atténuer? Donc il y a une espèce de lourde incertitude qui pèse sur l'avenir de la forêt. La filière a pour fonction de valoriser les produits forestiers, en particulier le bois, mais elle ne sait pas de quel bois elle disposera à l'avenir. Pour le moment, le faciès de la forêt de demain, ce sont des hypothèses, ce sont des supputations, il n'y a rien de véritablement tangible. Donc, évidemment, c'est anxiogène, d'une certaine façon, pour la filière. Oui, anxiogène, parce que comme vous dites, il y a ce rapport vital, ce lien vital à cette ressource, à cet écosystème, qui fait que la question n'est pas du tout appréhendée de la même manière, bien entendu. Vous avez déjà cité certaines des difficultés rencontrées, le questionnement, l'incertitude, qu'est-ce qu'on va planter, comment on va gérer tout ça. Il y a d'autres difficultés qui sont rencontrées par le secteur en lien avec ces aléas climatiques et autres? Alors, il y a... Oui, il y en a sûrement plein. Toujours plein de difficultés. Après, on parlera des solutions. Voilà. Alors, oui, il y a des difficultés majeures. Peut-être une difficulté majeure à laquelle est confrontée la filière depuis quelque temps, ce sont des difficultés liées à l'accès à la matière première. Je pense que ça, c'est quelque chose qui perturbe le fonctionnement de la filière. C'est donc l'approvisionnement. Vous savez, quand on parle de filière, on est systématiquement imprécis. Parce qu'en fait, il y a deux sous-filières. Il y a une filière résineuse, il y a une filière feuillue. Et il y a finalement relativement peu d'intersections entre les deux mondes. Mais qu'il s'agisse de résineux ou qu'il s'agisse de feuillus, le problème d'accès à la matière première se pose pour les feuillus. On en entend beaucoup parler. On sait qu'il y a une concurrence du sud-est asiatique et de la Chine qui est terrible à l'achat et qui prive nos séries de chênes particulièrement de la matière première. Donc ça, c'est une difficulté. Pour les résineux, on a évoqué la crise des scolites, il y a les conditions atmosphériques, il y a l'explosion du prix du bois énergie maintenant qui fait que le secteur du bois énergie peut devenir un concurrent à l'approvisionnement pour ce qu'on appelle l'industrie du bois, c'est-à-dire les fabricants de panneaux et les fabricants de papier. Donc cette question d'accès à la matière première est une question qui préoccupe la filière. C'est la raison pour laquelle l'Office économique Wallon du Bois a créé un groupe de travail approvisionnement qui tente de transmettre aux entreprises les informations nécessaires à la planification de leurs achats. Parce qu'on parle beaucoup d'évolution, si vous me permettez. On parle beaucoup d'évolution, mais les entreprises sont prêtes à évoluer. Évidemment qu'elles sont sensibles à la nécessité d'investir et de peut-être changer leur mode de production. Mais toutes vous diront... On veut bien songer à une évolution. L'évolution, c'est de l'investissement. Et pour investir, il faut qu'on ait une garantie d'avoir du bois. Il faut qu'on ait une garantie d'avoir cette matière première à transformer. Si on ne l'a pas, tout se bloque, tout s'arrête. Donc, j'ai tendance à dire que pour la filière, tout commence par l'approvisionnement. Ça veut dire que tout commence par la forêt aussi. Voilà. Tout commence par la forêt et du coup, si on se dirige vers une forêt plus résiliente, c'est-à-dire plus mélangée, etc., qui n'a pas le même visage que la forêt d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique alors pour la filière ? Mais ça implique que la filière va devoir s'adapter à une modification de la ressource et que la filière, quel est son rôle ? On peut considérer la filière comme une espèce de méta-entreprise dont le rôle est de fournir du bois et des produits à base de bois à haute valeur ajoutée. Et tous les secteurs de la filière, finalement, collaborent d'une manière ou d'une autre à cet objectif. Donc, il va falloir tirer parti d'une matière première nouvelle. Maintenant, quand on parle d'évolution, je trouve qu'au cours de cet après-midi, on a un peu le sentiment que avant, il y avait une forêt figée qui, depuis des siècles, n'a guère évolué. Et puis que, boum, maintenant, on est à un instant charnière où tout va changer. C'est pas tout à fait vrai. On évolue. On évolue considérablement. Vous savez, pendant mes études... Des mauvaises langues diront que ça date, mais on plantait par unité, par hectare, 6700 pieds
Et puis après, on a planté 4400 pieds. Maintenant, quand on a des densités de 2500 pieds, on considère que c'est élevé. Il y a eu une grosse évolution. La filière a considérablement évolué. Il ne faut pas la présenter comme étant brutalement confrontée à quelque chose qui va changer et étant prise complètement au dépourvu. J'entendais tout à l'heure quelqu'un déplorer le manque de concertation entre le milieu de l'écologie et le milieu des forestiers. Chez nous, nous avons fait, les universités, les écoles forestières ont créé un fichier écologique des essences qui a donné et qui a été suivi d'un guide de reboisement qui assure une parfaite adéquation stationnelle à toutes les essences que l'on plante. Donc il y a véritablement un souci d'intégrer des considérations environnementales dans la manière dont la forêt est conduite. Donc il ne faut pas croire que maintenant, boum, tout va changer. C'est une évolution en cours. Vous avez raison de souligner ça, effectivement. Ce n'est peut-être pas apparu comme tel dans les échanges, mais on a bien conscience que tout ça est en transition et que des choses ont déjà été mises en place et que voilà, je pense que c'est simplement le choc aussi de la crise du scolite et comme il y a un effet d'emballement, je pense que tout le monde panique et que du coup on a l'impression qu'il faut tout changer tout de suite, mais effectivement que tout ça s'inscrit dans une transition et il faudra prendre en compte tous les éléments. Et si vous me permettez d'ajouter un tout petit quelque chose, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que pour l'avenir de la forêt et de la filière bois, je pense qu'il faut sortir d'une vue dichotomique des choses. C'est-à-dire que d'un côté, les producteurs de bois, les forestiers, les propriétaires forestiers ont parfois tendance à se dire je vais planter des essences et on a insisté sur les échelles de temps qui étaient très différentes. Et on a dit planter avec des objectifs de production, c'est déraisonnable. Donc on se dit voilà, je vais planter et dans 30, 40, 50, 100 ans, les gens qui récolteront se débrouilleront avec cette matière première. Donc ça, c'est un point de vue. Il y a l'autre point de vue du transformateur de chêne ou d'épicéa qui dit planter du chêne et d'épicéa parce que c'est ma matière. Les deux sont caricaturales, les deux sont abusives. Et je pense que l'avenir de la filière, il implique une concertation entre le monde de la production et le monde de la transformation. Ça doit être une démarche de filière, pas une démarche de secteurs qui agissent parallèlement. Parce que, si vous voulez, entre l'arrivée d'une nouvelle essence en forêt et l'introduction dans les modes de consommation de cette essence, il faut énormément de temps. Énormément de temps. C'est beaucoup plus qu'on ne l'imagine. On peut avoir l'exemple du Douglas en France, entre le moment où il y a des plantations massives de Douglas et le moment où le Douglas a été inscrit dans les habitudes de consommation, il y a une trentaine d'années. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut, si on plante plus d'aulnes, d'érables, de bouleaux, que sais-je, eh bien, il va falloir caractériser la matière première, il va falloir apprendre à la débiter, il va falloir apprendre à l'usiner, et puis à lui apporter des finitions, à la mettre en œuvre. Il va falloir conformer tout cela à un environnement normatif qui est très exigeant. Et puis après, il faudra éduquer le marché à ce nouveau produit. Donc ce sont des choses qui doivent se faire dès maintenant. 30 ans, c'est l'échéance à laquelle les premiers nouveaux produits arriveront si on change d'essence. Donc c'est une démarche filière à laquelle il faut s'atteler ensemble. Ok. Merci beaucoup, Patrick Moutchen, par rapport à ce que vient de développer Emmanuel Defailly. On sent effectivement toute la difficulté pour une filière de se réadapter, de se former, d'investir, etc. Vous avez choisi une voie, c'est la voie de l'innovation. Hein. Vous misez vraiment sur la production de produits à haute valeur ajoutée. Par rapport à ce que vient de dire M. Defailly, comment avez-vous envie de réagir par rapport à toutes ces incertitudes qui planent? Alors, il y a d'une part, effectivement, la peur qui est là et le questionnement, mais il y a aussi de magnifiques opportunités de rebondir, de créer de nouvelles façons de valoriser cette ressource magnifique. C'est votre cas. Expliquez-nous un petit peu ce qui a fait que vous êtes dirigé, vous avez emprunté ce chemin-là, en tout cas ce chemin de l'innovation. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que Manuel vient de dire. Et donc, pour moi, la forêt, c'est l'océan vert. Donc, c'est quelque part, on peut apporter un autre regard sur la forêt. Et donc, moi, j'ai eu la chance de m'intéresser au secteur de la construction en bois. Je veux dire, n'étant pas fils de forestier ou n'ayant pas un passif familial, je veux dire, sur le sujet. Donc, j'ai pu avoir un autre regard sur, finalement, ce qu'on faisait du bois. Et finalement, quand je me suis intéressé, suite aux accords de Kyoto, à la possibilité de construire en bois,
des maisons unifamiliales, mais aussi tout type de bâtiments, je me suis rendu compte que finalement, de manière historique, l'homme a un lien très fort avec le bois, avec la forêt. Il utilise ce matériau bois depuis la nuit des temps, presque depuis l'histoire de l'humanité. Les premiers réflexes, je veux dire, d'un enfant qui va dans une forêt, c'est de construire une cabane en bois. Et donc, cette utilisation du bois pour créer un abri pour l'humain, et donc un habitat ou une construction, est un réflexe qui date depuis très longtemps. Mais, je veux dire, les évolutions de l'industrialisation ont amené à utiliser le bois dans une certaine direction, et peut-être qu'il est temps maintenant de pouvoir reprendre un peu de recul et de se dire, est-ce que finalement, les briques industrielles que nous avons construites les unes sur les autres, les briques d'utilisation du bois sont toujours pertinentes, et donc il faut pouvoir faire un recul en arrière et de pouvoir voir avec un autre angle, de se dire, tiens, on a construit en bois pendant des centaines d'années, des milliers d'années, et puis il y a une évolution très forte sur les dernières décennies grâce à l'industrialisation, mais l'industrialisation avait elle-même ses limites, et donc notamment le sillage qu'on fait avec le bois. On parle toujours de planches dans le bois, de planches, de panneaux, ont amené finalement à des directions techniques que l'on peut peut-être revoir. Et donc on a aussi une évolution du comportement humain, de la façon dont on perçoit la forêt, et donc finalement on en a beaucoup parlé, je pense, aujourd'hui. Donc l'humain voit cette forêt comme une ressource, mais aussi comme un environnement. Et cet environnement, dans la forêt, il est très organique, il est par définition même, je veux dire, non régulier, il a une approche complètement naturelle. C'est ce qui plaît à l'humain quand il se balade en forêt. Et en même temps, le paradoxe, c'est que avec l'industrialisation, on a voulu créer un matériau bois qui est un matériau parfait, où on a voulu le rendre lisse, rectangulaire, plat et sans défaut, le défaut qui est l'essence même de la nature. Et donc, c'est peut-être aussi au niveau sociologique, quelque part, une volonté d'avoir le sentiment d'une maîtrise de ce matériau. Mais cette maîtrise, elle a, à mon sens, atteint ses limites. Et donc, c'est un petit peu, finalement, l'approche que nous avons eue, c'est de se dire qu'on peut renouer dans la construction avec une approche qui permet finalement d'avoir le lien avec le même sentiment quand on se balade en forêt, de pouvoir vivre dans un bâtiment, dans un bureau, dans une maison, dans une école, dans une crèche, dans un hôpital, avec ce sentiment que ce matériau peut nous entourer et apporter quelque part quelque chose qui est aussi rassurant. Ici, on est installé sur une table que vous ne voyez pas, mais qui est en bois brut, qui dégage une odeur. Et donc, cette odeur, elle fait partie du matériau bois aussi. Et donc, c'est une approche qui est importante. Et donc, finalement, le bois que l'on utilise en forêt, c'est quelque chose qui est plus qu'un matériau normalisé, plus qu'un matériau standard. C'est un matériau qui a une destination. Donc, l'approche que nous avons faite, c'est de se dire que dans le temps, je veux dire, dans les générations qui nous ont précédés, quand on voulait construire un ouvrage, on allait choisir en forêt les pièces de bois qui étaient le plus adaptées à chaque endroit de l'ouvrage. L'industrialisation a utilisé d'autres voies qui ont été de se dire, on va faire des produits qui sont standardisés, des produits catalogues, et puis quand on doit construire, on va puiser dans ces produits catalogues et faire l'ouvrage à partir de ces produits catalogues. Les techniques que nous avons maintenant, notamment avec la digitalisation, les scanners, qui permettent finalement de voir la morphologie d'un arbre et d'autres éléments comme les rayons X, comme les approches qui permettent de caractériser le bois dans son état naturel, permettent de manière moderne, tout en répondant finalement à l'environnement normatif dont Manu a parlé tout à l'heure, à pouvoir construire de manière différente en utilisant le bois de manière plus rationnelle et donc d'être capable de s'adapter finalement à une évolution de ce matériau et d'apporter plus de valeur. Oui, parce que dans votre approche, vous nourrissez à la fois des savoirs anciens et de la technologie numérique que vous maîtrisez bien, et ça vous permet d'avoir une approche plus ciblée du matériau et de partir de ce que l'arbre vous propose finalement, c'est ça en fait. Exactement. Et donc de créer des produits qui sont plus précis, qui sont plus... Exactement. Les briques technologiques que l'on a superposées dans les dernières décennies ont tenté à finalement se dire qu'on utilisait du bois rectangulaire dans du bois rond et que donc on traversait finalement dans l'arbre tant les défauts que les réparations que la nature avait faites. Quand un arbre est dans la nature,
nature et qu'il doit survivre. Il a des attaques d'insectes, de gibier, de champignons, de vent, de tempêtes, de foudre. Et donc, soit il meurt, soit il survit. Mais s'il survit, je veux dire, il se répare. Et dans l'industrialisation que nous avons connue du début, finalement, du XXe siècle, fin du XIXe, on a pris ce bois et parce que la capacité technologique qui était là était uniquement la capacité technique de pouvoir scier de manière rectangulaire le bois, on traverse ses défauts, on traverse ses blessures, ses réparations, et donc on édenture le bois. Et la solution technologique qui a été utilisée jusque maintenant est de se dire, tiens, finalement, on va éliminer ces défauts, on va faire un bois technologique, mais on peut aussi utiliser le bois dans sa plus simple expression, comme le faisaient finalement nos prédécesseurs. Et donc, c'est ce que nous tentons de faire grâce aux techniques, je veux dire, innovantes qui sont sur le marché, donc la robotique, la digitalisation et le numérique, et donc la puissance de l'informatique et des ordinateurs. Oui, tout ça vous permet aussi d'avoir un usage plus rationnel de la ressource, du coup, moins de gaspillage, moins de gaspillage, c'est-à-dire une utilisation en termes de volume qui est beaucoup plus importante, donc c'est-à-dire qu'on va prélever moins d'individus en forêt pour la fonctionnalité finale. Et ça, c'est la grande évolution, je pense, que l'on peut avoir. Et puis, une deuxième technologie que nous avons développée sur nos sites de production, c'est de pouvoir apporter de la durabilité au bois plutôt de bardage ou de parquet. Alors à ce moment-là, où là on a quand même quelque chose qui est formel au niveau de la finition, et d'apporter à des essences locales de la durabilité par la torréfaction, et donc qui sont des techniques qui ont été développées et qui sont, je veux dire, accessibles actuellement. C'est ça. Menel de Failly, ça veut dire aussi que l'avenir de la filière passera sans doute par l'acquisition de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, qu'on ira puiser dans les savoirs anciens et qu'on ira puiser aussi dans les nouvelles technologies et autres. Ce volet formatif est important aussi pour soutenir l'avenir du secteur. Alors c'est effectivement un élément fondamental et je suis tout à fait d'accord avec ce que Patrick a dit. Et dans l'évolution ou dans la révolution que l'on a évoquée, ça a une importance majeure. C'est-à-dire que le bois, on peut le considérer maintenant comme un nouveau matériau technique. Le bois a toujours été, comme l'a dit Patrick, utilisé de manière relativement traditionnelle, très proche de son état natif. Il y avait peut-être moyen de mieux l'utiliser dans son état natif qu'on a fait jusqu'à présent. Et de manière assez bizarre, quand vous allez dans des laboratoires de matériaux, dans des écoles dans les écoles polytechniques, les ingénieurs, quand on leur parle de matériaux, eh bien, ils répondent en général béton ou ils répondent acier. Quand on leur parle de bois, ils sont étonnés, ça leur est plus ou moins étranger. C'est quand même particulier d'imaginer que ce matériau omniprésent dans l'histoire de l'humanité n'ait pas fait l'objet de davantage de travaux dans les laboratoires d'études de matériaux. C'est en train de changer. Le bois est un nouveau matériau technique et cette aptitude, ces briques technologiques, comme le dit Patrick, qui vont s'empiler les unes sur les autres, vont permettre évidemment de tirer un bien meilleur parti de la matière et ça fait tout à fait partie de l'évolution et de la manière dont la filière va je dirais, accompagner cette modification de la ressource. En tout cas, ça offre de belles perspectives, encourageantes en tout cas, avec aussi une belle créativité à la clé, ce qui est toujours agréable aussi dans ce type de métier, où on peut exprimer aussi, à un moment donné, sa personnalité, sa créativité, et c'est ce qu'on ressent chez vous, Monsieur Mouchen. Donc, merci en tout cas à vous deux. Le temps est déjà écoulé malheureusement, ça va très très vite. Je vous remercie pour vos interventions, pour votre présence. On se recroisera certainement lors des concertations qui auront lieu dans les mois prochains. La filière sera là en nombre, je l'imagine, j'en suis sûre. Merci à vous deux. Voilà, bonjour à toutes et à tous tout d'abord. Effectivement, la forêt est en évolution. On le voit bien, notamment dans sa dimension multifonctionnelle. La forêt est un lieu de rencontre et un point d'équilibre à la fois entre une activité économique, bien sûr, très très forte, qu'elle s'exerce en forêt ou dans l'amont et dans l'aval de la filière, qu'elle concerne la chasse par exemple. Mais la forêt, c'est aussi bien sûr le poumon vert, la captation de carbone, le rôle incroyablement important qu'elle joue. Mais c'est aussi un lieu de promenade, de détente, un pôle touristique. Donc tous ces éléments-là, il y en a encore d'autres, constituent finalement cette multifonctionnalité de la forêt qui est très importante. Et puis la forêt est sous pression de crise, sous pression également de certains
dangers, certaines maladies sanitaires. Et donc tous ces éléments-là font que la forêt mérite vraiment qu'on se penche sur elle aujourd'hui. Disons que, indépendamment de tout le travail sur la santé de la forêt, en termes de filière, il y a des situations assez différentes. Le résineux n'est pas le feuillu. En ce qui concerne le résineux, le prélèvement que nous faisons chaque année est supérieur à la production naturelle de bois résineux de la forêt, de l'ordre de 130%. Il convient donc de se dire et de réaliser que nous allons à terme manquer de résineux sur notre territoire, d'où le fait, bien sûr dans un équilibre bien raisonné, bien pensé, aussi d'oser replanter à certains égards du résineux. L'autre volet, c'est alors le feuillu, où là on est dans la situation inverse, puisque le prélèvement est inférieur, 60 à 70%, à la production, à la régénérescence naturelle de la forêt en feuillu. Ici, on doit bien sûr mieux valoriser chez nous ce que nous avons perdu au fil du temps, singulièrement le hêtre. La transformation chez nous est désormais devenue très très faible, et éviter que le même phénomène ne se produise concernant le chêne. C'est vraiment tout le travail que nous menons avec Céline dans le cadre du plan de relance. 8 millions d'euros sont consacrés dans le plan de relance à des dossiers, à des appels à projets qui vont permettre alors de soutenir, aussi avec la recherche, aussi avec l'innovation, de nouvelles valorisations chez nous et parfois des relocalisations chez nous de la valorisation de la filière bois feuillu en région wallonne. Disons qu'on a deux situations en termes de grand gibier. Donc, il y a tout d'abord le cervidé. On a déjà aujourd'hui, comme vous le savez, des plans de tir qui sont des plans de tir légaux aux non-boisés et petits cerfs et par ailleurs aux boisés. Nous avons adapté la circulaire, notamment qui permet de modifier, d'amplifier le prélèvement des animaux au-delà de 10 unités dès cette saison cynégétique écoulée. Et j'observe que bien que les plans de tir aient été relevés, de l'ordre de 12% par exemple pour les non-boisés, représentant des prélèvements d'animaux importants, les objectifs durant cette saison de chasse, que j'ai par ailleurs à nouveau prolongé d'1 mois, donc durant ce mois de janvier, ont été quasiment atteints. On est presque à 100%, donc à cet égard, même s'il y a encore des adaptations nécessaires, notamment à travers la législation de plan-tir, concernant le cervidé, nous sommes en bonne voie, les chiffres sont aujourd'hui connus. En ce qui concerne alors le sanglier, c'est autre chose. J'avais fixé des prélèvements aussi importants. Jugez-en, plus de 24 700 sangliers avec plus de 7000 laits de plus de 30 kilos parmi ce chiffre. Donc des prélèvements très très ambitieux dans des plans-tirs ici volontaires. 24 des 25 conseils cynégétiques y ont souscrit, c'est vraiment un succès, en tout cas d'engagement par rapport à cela. Et j'attends les chiffres ici définitifs pour pouvoir, concernant, et à l'instar du cervidé, voir si l'objectif a été rencontré, approché, ou si on en est encore loin. Et en fonction de cela, des mesures complémentaires seront décidées. J'ai sur ma table des propositions dont la gradation doit être décidée, soit concernant le tir de nuit, la modification du nourrissage et d'autres dispositions encore. Je pense qu'on doit bien rétablir cet équilibre de manière à éviter que la présence excessive de grand gibier ne vienne porter atteinte à la forêt globalement, à la biodiversité et vienne constituer un véritable problème complémentaire ou pérenniser ce problème, bien sûr, à l'avenir, dont c'est aussi le sens de notre engagement. Voilà, nous remercions chaleureusement le ministre Borsu qui est venu faire cet enregistrement ici en studio ce matin. Il n'a pas pu se joindre à nous en direct, mais en tout cas, on le remercie d'avoir pris part à ces échanges, de nous avoir livré sa vision sur ces différents éléments de la forêt de demain. Merci, monsieur le ministre. Voilà qui nous amène tout doucement à la dernière partie de ces assises, la dernière thématique de ces assises.